Chers amis de Buxton, je vous salue cordialement et je vous remercie de prendre un tout petit peu de temps à être avec nous. J'ai un plaisir énorme d'être avec vous et de parler avec notre invitée Mariam Majidi qui est venue de la France, mais c'est une écrivaine franco-iranienne. On va commencer avec un petit fragment de son livre Marx et la poupée, pour lequel Mariam a reçu le prix Goncourt du premier roman. Mais ce n'était pas le seul prix, parce qu'elle avait aussi un autre prix Ouest France, Étonnant voyageur. Vous allez voir, le roman est vraiment magnifique. C'est une œuvre lumineuse. Et j'espère que vous allez aimer cette rencontre avec notre amie Mariam. Donc Mariam, je te demande, s'il te plaît, de commencer avec ta naissance. Et après, on va lire la traduction en bosniaque. Ma mère porte ma vie, mais la mort danse autour d'elle en ricanant, le dos courbé. Ses longs bras squelettiques veulent lui arracher son enfant. Sa bouche édentée s'approche de la jeune femme enceinte pour l'engloutir. Deux hommes l'ont vue. Au bout de leurs bras pendent des bâtons cloutés. Ils avancent vers elle. Une fenêtre est ouverte. Enceinte d'un bébé de 7 mois, elle doit sauter du second étage, hésite, se retourne, et son regard se fixe sur ses bâtons. Elle sent déjà les clous s'enfoncer dans sa chair. Elle saute. Elle saute et je tombe. Tu es suspendu en l'air et c'est moi qui tombe. Je tombe et ton ventre se creuse, je me tapis jusqu'à disparaître. Je tombe et tu m'abandonnes dans ce ventre suspendu dans le vide. Tu me jettes hors de toi, mon premier abandon, ma première blessure d'amour. Ange sans aile, ma folle irresponsable, ma douce assassine. À cet instant-là, tu as creusé un trou en moi dans lequel toutes les angoisses de ma vie future prendront racine. Tu tombes et je meurs le temps d'une seconde dans ton ventre devenu tombeau. La mère est étendue sur le sol, incapable de bouger, une douleur vive dans la jambe. La tête tournée vers le ciel, les yeux grands ouverts, elle fixe les nuages blancs. Elle reconnaît dans un nuage la forme d'une tête de cheval. Sa vue se trouble, sa tête est lourde. Juste avant de plonger dans un profond sommeil, elle pose ses mains sur son ventre. Le bébé bouge. Majka nosi moj život, a oko nje pleše smrt. Cereći se pogrbljenih leđa, njene dugačke koščate ruke žele joj isrnuti dijete. Njena bezuba usta prilaze mladoj trudnici, žele je progutati. Spazila su je 2 muškarca, mašući palicama, kreću prema njoj. Jedan prozor je otvoren. U 7. mjesecu trudnoće morat će skočiti s 2. sprata. Oklijeva, okreće se, gleda u palice. Već osjeća eksere kako se zabijaju u njeno meso. Skače. Ona skače i ja padam. Lebdiš u zraku, a ja padam. Padam, a tvoj se trbuh ugiba. Skupljam se tako da me skoro nema. Padam, a ti me napuštaš u ovom trbuhu koji lebdi u zraku. Izbacuješ me van sebe. Prvi put sam napuštena. Prvi put mi je srce ranjeno. Anđele bez krila, moja neodgovorna ludačo, moj nježni ubico. U tom trenutku u meni si iskopala rupu u koju će sve tjeskobe mog budućeg života pustiti korijenje. Padneš, a ja sam na trenutak mrtva. Tvoj trbuh postaje grobnica. Majka leži na zemlji sa žestokim bolom u nozi, nemoćna da se pomiri. Gleda u nebo širom otvorenih očiju, netremice zuri u bijele oblake. U jednom prepoznaje oblik konjske glave. Pogled joj se muti, glava joj je teška. Trenutak
prije nego uroni u duboki san, stavlja ruke na trbuh. Beba se miče. Voilà, Mariam. C'est un début de livre, et c'est ta naissance. En fait, c'est comment tu es arrivée à ce monde. C'est une arrivée super dramatique, super difficile, qui nous mène où? Que devient Mariam? Oui, on peut voir effectivement ce début comme une entrée dans la vie et aussi du coup dans le livre de façon dramatique, mais en fait c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que effectivement, moi je suis née dans une famille de militants, d'opposants au régime de Khomeini. Évidemment qu'il y a une part de tragédie liée à ce combat qui était de toute manière perdu d'avance, puisque on sait que tous les opposants ont été arrêtés et exécutés ou exilés. C'était le cas de ma famille. Mais il y a aussi une force qui m'a été donnée, qui m'a été transmise très jeune. Et cette force ne m'a jamais quittée. Donc une mère qui, malgré le fait d'être enceinte, continue de militer, continue son engagement jusqu'au bout, il y a une forme effectivement d'intransigeance qui peut faire peur, qui peut la faire passer pour une irresponsable, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a aussi une force mentale tellement forte qui fait que quand on a reparlé de cet épisode ensemble, elle m'a dit « rien ne pouvait t'arriver ». Elle était sûre? Elle était sûre de pouvoir me protéger dans n'importe quelle situation qui soit. C'est pour ça qu'elle est allée manifester. Parce que pour elle, il y avait une force, une foi dans son engagement qui la protégerait contre tout le monde, contre tous les risques possibles de la vie. Donc c'est aussi ça la deuxième lecture et le double discours qu'on peut entendre dans ce chapitre. En fait, c'était toi qui étais sa force à ce moment difficile. On sait très bien que tes parents étaient communistes, comme tu as dit, militants, révolutionnaires, que tu viens d'une famille subversive qui te prennent depuis la naissance pratiquement. Donc, avec ta naissance et dans ton enfance, vous continuez, il t'implique directement dans la vie, alors, il m'implique parce dans la que vie politique. Oui, mais il m'implique parce que c'est comme ça quand on adhérait à un parti. C'est-à-dire que le parti décidait de beaucoup de choses, de la vie quotidienne de ses membres. Donc, il y a effectivement cet aspect-là, et puis il y a aussi le fait qu'elle porte la vie en elle. Et donc, cette vie qu'elle porte en elle lui a donné la force aussi d'aller jusqu'au bout dans son engagement, dans son combat, bien sûr. C'était un engagement assez difficile. On sait très bien que notre public ne le sait, mais toi et moi, on sait que il te prend vraiment des petites de participer aux réunions du parti. Tu vas avec eux, ils mettent les papiers qu'il faut transporter d'une partie de la ville à l'autre dans tes couches. Oui. Donc tu es vraiment très présente. Oui, mais alors par exemple, cette anecdote où justement mes parents cachaient des prospectus de leur parti politique dans mes couches, c'est une anecdote qui nous a beaucoup fait rire quand on la racontait plus tard à des amis. Donc, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les choses sont très mélangées, les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Donc, il y a vraiment cette idée que on s'engage jusqu'au bout, et même dans le plus grand malheur, il y a toujours, ça fait toujours sens. Voilà. Ta première naissance, c'était, tu en as eu plusieurs. Donc, tu es comme un petit chat persan qui naît plusieurs fois. Je m'excuse, j'ai un problème avec le micro. Ah oui, voilà. Donc, tu es comme un petit chat persan qui naît 9 fois. Tu t'es né jusqu'à maintenant 3 fois. C'est ta première naissance en Iran, dans ton pays magique, dans ton pays féerique où tu as passé une enfance magnifique, entouré par les membres de ta famille, par ta mère, par ta grand-mère, par tes cousines.
mais aussi par les gens que tu côtoyais, que tu aimais bien. Un des personnages auxquels le livre a été dédié, c'est Abbas. Abbas, c'était qui Abbas? C'était... Alors Abbas était un ami de mes parents, un camarade. C'était un jeune révolutionnaire de 19 ans qui participait à ce combat contre les lois liberticides de Khomeini, dès le début en fait de la révolution. Et donc ce jeune révolutionnaire avait une envie tellement grande et tellement intense d'améliorer le monde dans lequel il se trouvait, que malheureusement, c'est comme si il avait eu des rêves trop grands pour ce pays. Alors je peux lire un passage qui le présente, oui, où je parle justement de lui. C'est un chapitre qui s'appelle Abbas. Notre maison est située dans le quartier de Tehranpors. Elle est le lieu secret de réunions politiques clandestines. Pendant ces réunions, où les grandes personnes écrivent des prospectus et fument d'innombrables cigarettes, on me met dans un coin de la maison. Je joue, ou plutôt je fais semblant de jouer. Je sais que je ne dois pas déranger. Ce sont des affaires d'adultes, et d'ailleurs, personne ne prête vraiment attention à moi. Personne, excepté un seul. Il s'appelle Abbas. C'est le seul qui s'intéresse à moi parmi ces anonymes. Il s'approche de moi, me soulève et me lance en l'air en riant. Il déclame très fort que ce bébé lui donne de la force de combattre, de prendre les armes, que c'est pour tous les enfants de ce pays qu'il veut faire la révolution à nouveau contre ces salauds, qu'il est prêt à mourir pour tous ces bébés qui sont nés sous la Révolution. Il me regarde en souriant et me repose sur le sol. Ses yeux brillent quand il sourit et même quand il ne sourit pas. Il a le regard des illuminés. Abbas, c'est une étoile filante. Il n'aura pas une longue vie parce que son cœur, un jour, ne pourra plus contenir tout cet amour à donner. Un jour, son cœur explosera. Et j'espère que le monde sera éclaboussé de son amour. Moi, je le regarde et je lis tout ça dans ses grands yeux noirs intenses de vie. Voilà un portrait d'Abbas. Naša kuća se nalazi u kvartu Teheran Pars. Ona je tajno mjesto političkih sastanaka. Tu se svake sedmice okupljaju ljudi. Ulaze u našu kuću oborenih očiju, gledajući samo u vrhove svojih cipela ili potpuno zatvarajući oči kako ne bi vidjeli put niti prepoznali mjesto. To je pravilo. Ako nekoga uhapse, neće biti u stanju odati mjesto. Nakon što uđu u kuću, otvaraju oči, a ja ih pažljivo posmatram u potrazi za poznatim licima. Dok traju ti sastanci na kojima odrasli ispisuju letke, pušeći bez prestanka, mene smjeste u čošak sobe da se igram ili bolje rečeno da se pretvaram da se igram. Znam da ne smijem smetati. To su stvari za odrasle i niko zapravo ne obraća pažnju na mene. Niko, osim jedne osobe. Zove se Abbas. Od svih tih anonimnih ljudi jedini on pokazuje interes za mene. Priđe, podigne me i baci u zrak, smijući se. Uzvikuje kako mu ova beba daje snagu da se bori, da uzme oružje u ruke, da u ime sve djece ponovo učestvuje u revoluciji protiv gadova, da je spreman umreti za sve bebe rođene u vrijeme revolucije. Gleda me smijući se, zatim me spusti na pod. Njegove oči blistaju kad se smije, pa čak i kad se ne smije. Ima pogled prosvjetljenih. Abbas, to je zvijezda padalica, neće dugo živjeti jer jednog dana njegovo srce više neće moći nositi svu tu ljubav za druge. Njegovo srce će jednog dana prsnuti i nadam se poprskati cijeli svijet svojom ljubavlju. Posmatram ga i čitam sve to u njegovim velikim crnim očima punim života. Donc Abbas est parmi rares hommes dans le livre. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais je pense que les hommes, les personnages des hommes sont un peu flous, c'est un peu fluide.
Et en fait, que les caractères les plus importants de ton livre, c'est les femmes. C'est d'abord toi, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Pourquoi les hommes? Est-ce que vraiment la femme persane de l'époque était la femme qui portait la famille, qui était la plus principale dans la famille? Ou pourquoi tu as choisi d'avoir les personnages masculins un tout petit peu à part? Alors, pour une raison très simple, c'est que c'est vrai que moi, mon père, en fait, était extrêmement occupé à ses engagements politiques ou à son travail. Et puis, 7 mois avant nous, il est allé en France. Donc moi, je l'ai peu vu, en fait. Je l'ai peu connu, ce père, durant mon enfance. C'est plus tard, en fait, qu'ensemble, on a vraiment construit une relation de père-fille au fil des années ensemble. Et qu'une complicité est née, etc. Mais donc, pendant mon enfance, c'est vrai qu'il était effacé. Et puis, moi, en fait, vous savez, en Iran aussi, il y a quelque chose d'assez... c'est assez culturel. L'enfant gravite dans un monde de femmes, qu'il soit petite fille ou petit garçon. C'est une affaire... l'éducation, en tout cas, de l'enfant quand il est petit, c'est une affaire de femmes aussi. Donc, il est élevé par ses tantes, ses cousines, sa mère, sa grand-mère. C'est elle qui s'en occupe le plus. Donc moi, c'est vrai que j'ai été davantage en fait avec ma grand-mère, puisque ma mère étant aussi très féministe et très engagée, elle me laissait très souvent chez ma grand-mère. Et donc, c'est surtout le personnage de la grand-mère, c'est pour ça qu'elle est si importante dans ce livre, c'est la grande protectrice, c'est celle qui me transmet des valeurs à elle qui sont des valeurs totalement anti-communistes, elle détestait ça, elle ne supportait pas ce mot, même dès qu'elle l'entendait, elle se mettait en colère, parce qu'elle était persuadée que mes parents allaient dans un mur et que ce n'est pas comme ça qu'on pouvait changer les choses. Donc elle me transmettait sa vieille sagesse orientale en fait, à travers les histoires, les contes, à travers tout son amour et sa douceur. Donc voilà, alors après, Abbas effectivement est un personnage masculin très important. Il y a aussi l'oncle Saman qui est très important aussi. Sont un peu, pour moi, ça a été très vite dans ma vie des repères en fait d'une réalisation de l'homme héroïque d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut lire un petit fragment sur ta grand-mère? Parce que pour toi, elle était d'abord la voix. Oui. Tu la voyais pas, mais tu l'as entendue. Et je pense que cette voix va te suivre jusqu'à maintenant. En fait. Oui, cette voix est tellement importante. Il était une fois la voix de la grand-mère. Au début, elle est une voix, seulement une voix pour moi. Sa voix me parvient à travers la paroi de peau, de chair, de sang et de placenta qui me protège contre la barbarie du monde extérieur. Sa voix est frêle, minérale, aux accents aigus. Une dentelle qui vibre au vent mais qui cache dans ses mailles une petite aiguille qu'on aurait oubliée, prête à piquer sur le champ pour se défendre ou nous rappeler à l'ordre. Tu es complètement inconsciente, tu vas te tuer et tuer ma première petite fille. Il le faut. Je ne pouvais pas laisser les camarades se faire tuer ainsi. Ah, tu en as peut-être sauvé un, toi, avec ton gros ventre de 7 mois. Non, j'en ai sauvé aucun, mais j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Modar, si tu savais. On ne doit jamais oublier ça. Ça suffit, ces délires, tu m'entends? Tu resteras ici jusqu'à ce que tu accouches, et ensuite que le diable t'emporte. Je témoignerai de ce que mes yeux ont vu. Témoigner. Mais ça veut dire quoi, témoigner? Ce bébé témoignera aussi à son tour, je le sais. Ce bébé. Tu vas tâcher de lui offrir 3 mois de repos. Tu vois cette clé? C'est la clé de la chambre. Je vais t'y enfermer jusqu'au jour de l'accouchement. U početku onaj glas. Meni je ona samo glas. Glas koji dopire kroz pregradu od kože, mesa, krvi i placente koja me štiti od okrutnosti vanjskog svijeta. Njen glas je loman, kristalan, s naglašenim akcentom, poput čipke koja lahori na vjetru, ali koja u svom tkanju krije jednu malu iglu koju lako zaboravimo, spremnu da ubode u slučaju da se treba braniti ili nas podsjetiti na red. Nisi svjesna šta radiš, ubićeš sebe, a ubićeš i moje prvo unuče. Morala sam. Nisam mogla ostaviti drugove da tako ginu. A da nisi možda ti sa svojim 7-mjesečnim trbuhom spasila nekog od njih? Ne, nisam spasila nijednog, ali sam sve vidjela. A šta si to vidjela?
Madar, kad bi samo znala, ovo nikad ne bismo smjeli zaboraviti. Prestani pričati ko ješta, jesi čula? Do poroda više nećeš izaći odavde, a poslije nek te đavo nosi. Ja ću svjedočiti za ono što sam vidjela svojim očima. Svjedočiti? Ma šta misliš pod tim svjedočiti? A i ova beba će svjedočiti kad dođe njeno vrijeme. Sigurna sam. Ovu bebu ćeš ostaviti na miru naredna 3 mjeseca. Vidiš ovaj ključ? Ovo je ključ od sobe u koju ću te zaključati do porođaja. Donc Madar, elle était très sévère. Elle était très sévère, mais elle était aussi très fine. Et en lisant le livre, j'étais très touchée par ses ongles. En fait, pour moi, ses ongles, c'était une des choses que j'aimais beaucoup de ta grand-mère. Pourquoi les ongles? Alors, je vais lire le petit extrait qui parle de ça. C'est le don. En fait, il y a un chapitre qui s'intitule Le don. Et c'est un chapitre, c'est au début, qui a été, quand on en a reparlé ensuite avec ma grand-mère, elle m'a dit, mais ça, je crois que ça a été vraiment ce qui m'a le plus énervé. Alors, je vais vous lire juste le début. Les yeux de la mère regardent au loin l'envol d'une plume. Elle sait qu'elles doivent partir. Elle a acheté des vêtements, des chaussures pour là-bas. La petite fille doit donner ses jouets aux gamins du quartier. Elle n'en a absolument aucune envie. Mais ses parents lui ont enseigné que la propriété est une vilaine chose. Ils ont lu ça dans un livre de Makarenko. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire ce mot, la propriété. Pourquoi je dois donner mes jouets? Parce qu'on ne peut pas les emporter avec nous là-bas. Mais je veux pas. Écoute, c'est beau de donner, tu comprends? Non, je suis obligée de donner, c'est pas la même chose, je veux pas. La mère soupire. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait au monde pour avoir une enfant pareille? Elle ne pige rien au communisme. Encore un autre mot que la petite de 5 ans ne comprend pas. Elle se réfugie dans sa chambre et sous une tente qu'elle a fabriquée avec un drap et 2 chaises, elle rassemble tous ses jouets autour d'elle et elle leur parle. Écoutez-moi, on veut nous séparer, mais moi je veux pas. Alors on va rester là, on va pas bouger et je vais vous raconter plein d'histoires jusqu'à ce que tout le monde s'endorme. Et alors je vais creuser un trou dans la terre juste au pied de l'arbre, dans le jardin, et je vous cacherai là. Je reviendrai vous chercher plus tard, mais je reviendrai vite et on jouera à nouveau ensemble. Je fais pas confiance aux autres enfants du quartier. C'est des sauvages, ils vont vous abîmer. Moi, je sais prendre soin de vous et je vous abandonnerai pas. Et un peu plus loin, ma grand-mère s'est arraché les cheveux en apprenant que les jouets qu'elle avait choisis avec soin et amour avaient été donnés aux enfants du quartier. Elle a essayé de les empêcher, mais rien ne pouvait arrêter mes parents. Ils étaient convaincus qu'ils m'enseignaient là une des leçons fondamentales de la vie, le détachement matériel et l'abolition de la propriété. J'allais alors me blottir dans les bras moelleux et chauds de ma grand-mère. C'était là ma seule consolation. Elle me répétait qu'elle m'en rachèterait d'autres, que je ne devais pas pleurer, qu'elle prierait pour moi contre ces barbares de communistes et ses doigts fins aux ongles parfaitement manucurés qui sentaient la fleur d'oranger et la rose, essuyaient mes grosses larmes chargées de tout le désespoir du monde. Majčine oči posmatraju let perca u daljini. Ona zna da mora otputovati. Pokupovala je svu neophodnu odjeću i obuću. Djevojčica će morati pokloniti svoje igračke djeci iz kvarta. Ona to nikako ne želi, ali roditelji su je učili da je vlasništvo nešto vrlo loše. Čitali su to u Makarenkovoj knjizi. Ona
ne razumije riječ vlasništvo. Zašto moram pokloniti igračke? Zato što ih ne možemo ponijeti sa sobom. Ali ja to ne želim. Slušaj, lijepo je darivati, shvataš? Ne shvatam. Ja sam primorana davati, a to nije isto. Neću. Majka uzdahnu. Za Boga, šta smo mi skrivili da imamo ovakvo dijete? Ona ništa ne razumije o komunizmu. Još jedna riječ koju djevojčica od 5 godina ne razumije. Ona bježi u svoju sobu, pod šator koji je napravila pomoću plahte i 2 stolice, okupi sve igračke oko sebe i kaže: slušajte me, hoće da nas razdvoje, a ja to ne želim i zato ćemo ostati ovdje, skriveni, a ja ću vam pričati priče dok svi ukućani ne zaspu. A onda ću iskopati rupu ispod drveta u vrtu i sve vas tu sakriti. Doći ću po vas kasnije, doći ću uskoro i opet ćemo se igrati. Nemam povjerenja u djecu iz ulice. Oni su divljaci. Pokvarit će vas, a ja ću pažljivo brinuti o vama i neću vas napustiti. Nana se hvatala za glavu kad je čula da su igračke koje ona vrlo pažljivo i s puno ljubavi birala poklonjene djeci iz kvarta. Pokušala ih je spriječiti u tome, ali ništa nije moglo zaustaviti moje roditelje. Bili su ubjeđeni da me poučavaju najvažnijoj životnoj lekciji, odvajanju od materijalnog i ukidanju vlasništva. Potom sam se bacila u njeno toplo i meko naručje. Jedino sam tu nalazila utjehu. Nana je ponavljala da će mi kupiti druge, da ne plačem, da će se moliti za mene protiv tih komunističkih barbara, dok su mi njeni fini prsti s besprekorno uređenim noktima, koji mirišu na cvijet naranđe i ruže, brisali gorke suze u kojima se ogledao sav očaj ovog svijeta. Donc, tu bascules dans la vie entre Marx est très présent, l'idéologie marxiste, communiste est très présente dans ta vie et entre tes poupées, parce que quand tu les mets devant toi, tu te comportes déjà comme une petite communiste, comme une petite révolutionnaire devant l'assemblée de tes poupées. Les parents décident de partir. La vie subversive n'était plus possible. Pourquoi la famille décide de partir en France? Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que j'avais 2 oncles qui venaient d'être emprisonnés. Donc ça a été un coup très dur dans ma famille, d'avoir voilà, donc le frère de mon père et le frère de ma mère qui se sont fait arrêter et étaient donc en prison. Il faut savoir qu'à cette époque-là, et d'ailleurs c'est toujours le cas, un prisonnier politique est torturé. Parce qu'il faut lui soutirer des informations pour pouvoir remonter à la tête vraiment du leader du parti, celui qui voilà, commande et donne les ordres. Donc on ne sait jamais ce qu'on pourrait dire ou faire sous la torture. Je mets au défi quiconque qui pourra dire comme ça devant moi, non, moi sous la torture, je ne dénoncerai jamais rien, etc. On ne sait jamais ça. Donc, dans ce doute et dans cette incertitude vraiment insupportable, on ne savait pas si mes oncles allaient nous dénoncer. Et puis d'autres camarades avaient été attrapés. Et donc, il y avait une peur, mais tellement présente, tellement concrète, qui coulait vraiment dans les veines de mes parents et qui se disait du jour au lendemain, on peut frapper à notre porte et puis nous embarquer comme ils l'ont fait avec Abbas. Et donc, l'arrestation d'Abbas a été comme si ça avait été la limite du supportable. Au-delà de ça, au-delà de cette limite, ils ne pouvaient plus accepter l'idée de vivre dans ce pays. Donc, l'exil. Oui, parce que l'image de la fin de la vie d'Abbas est très... elle est très dure. Horrible, elle est très dure. C'est pour ça que le livre, en fait, lui est dédié. Je vais vous lire la fin de ce chapitre. Parce qu'il résume tout. En fait, la vie d'Abbas résume vraiment la vie de ces millions d'opposants qui ont juste voulu améliorer le sort de ce pays. Un matin, la mère d'Abbas frappe à notre porte.
Elle a les yeux rouges, elle a du mal à parler. Ma mère comprend tout, elle l'invite à entrer. Mon fils a été attrapé. Ils sont venus en pleine nuit, il dormait. Ils l'ont arraché du lit, ils l'ont traîné dehors. Et le pire, c'est qu'ils n'y ont même pas laissé le temps de s'habiller ni de mettre ses chaussures. Dans sa hâte, il n'avait réussi à enfiler qu'une seule sandale. Une pauvre sandale en plastique. Et j'ai couru derrière eux dans la rue pour lui donner l'autre. Mais c'était trop tard. Et la dernière image que je garde de lui, c'est son pied nu sur le goudron froid de la rue avant de disparaître dans une voiture. Elle ne dit plus rien. D'un geste lent, elle ouvre son sac et en sort une sandale qu'elle pose sur notre table. Voilà ce qu'ils ont laissé à sa mère. Voici ce qui me reste de mon fils, une sandale en plastique. Et elle répète ce mot, elle le murmure avec des yeux écarquillés. Elle ne nous regarde plus, elle fixe cette chose posée sur la table. Elle me fait peur, cette femme. Je recule et me cache derrière la jambe de ma mère. Elle a des yeux tout ronds qui semblent voir des choses que nous ne pouvons voir. Nous l'avons rencontrée quelques jours plus tard dans la rue. Ma mère s'est approchée d'elle pour la saluer. Elle nous a regardés étrangement, comme une bête traquée. Ma mère n'a pas insisté. Nous avons continué notre chemin. Elle ne nous a pas reconnus. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle était comme ça, les yeux grands ouverts mais vides d'expression. Elle était si inquiétante. Ma mère m'a répondu sèchement. Elle est devenue folle. Quelques mois après, le père d'Abbas est mort d'une crise cardiaque. Et moi, je demandais toujours « Et Abbas, où est Abbas ?» On ne me répondait pas. Parfois, je laissais tomber ma question. Parfois, j'insistais de plus belle. Un jour où j'insistais plus que de coutume en tirant la jupe de ma mère, elle me dit avec une certaine culpabilité dans les yeux « Il est devenu une étoile filante, là-haut dans le ciel. » Mais c'est quoi cette histoire d'étoile filante ? J'étais plus que sceptique. Je me suis tournée vers mon père, bien décidée à obtenir la vérité sur le sort d'Abbas. « Baba, où est Abbas ?»« Il est mort, on l'a fusillé en prison. » Je reçois un choc. J'ai les larmes qui montent. Je cours me cacher dans le jardin au pied d'un figuier qui me protégera contre la folie des adultes. Je me demande si je ne préfère pas cette histoire d'étoile filante après coup. Abbas, le jeune révolutionnaire, le grand amoureux de la vie, la sandale en plastique, le prisonnier, le fusillé. J'entends encore le murmure de cette pauvre mère qui a répété jusqu'à la fin de sa vie ces 4 mots, une sandale en plastique. J'entends le murmure de toutes les mères qui répètent chacune leurs mots de douleur, leurs mots écorchés vifs, leurs mots d'injustice. Jednog jutra Abbasova majka pokuca na naša vrata. Oči su joj crvene, ne može da progovori. Mojoj majci je odmah sve jasno. Poziva je unutra. Uhapsili su mi sina dok je spavao, došli su usred noći. Izvukli su ga iz kreveta i istirali vani. Najgore od svega, nisu mu dali vremena ni da se obuče niti obuje. U brzini je uspio navući samo jednu staru sandalu. Plastičnu sandalu, a ja sam na ulici trčala za njima da mu dam i drugu, ali kasno. Posljednja slika koju pamtim je ta njegova bosa noga na hladnom betonu ulice, prije nego što je automobil nestao iz vidokruga. Ne kaže više ništa, laganim pokretima otvara torbu, vadi sandalu i stavlja je na stol. Evo šta su majci ostavili. Evo šta mi je ostalo od sina. Jedna plastična sandala. Ponavljala je ove riječi i šaptala, razgoračenih očiju. Nas više nije ni gledala. Gledala je tu stvar na stolu. Ova žena me plaši, ustuknem i sakrijem se iza majčinih nogu. Njene oči su širom otvorene kao da vidi stvari koje mi nismo u stanju vidjeti. Nekoliko dana kasnije susreli smo je na ulici. Majka je prišla da je pozdravi. Gledala nas je čudno, poput progonjene zvijeri. Majka nije insistirala. Nastavili smo svojim putem. Nije nas prepoznala.
Pitala sam majku zašto je takva, oči u širom otvorenim, ali praznog pogleda. Izgledala je uznemirujuće. Majka je hladno odgovorila. Poludjela je. Nekoliko mjeseci kasnije njegov otac je umro od srčanog napada. Ja sam stalno ponavljala, Abaz, gdje je Abaz? Ali mi nitko nije odgovarao. Ponekad bih prestala s pitanjima, ponekad bih opet insistirala. Jednog dana, kad sam insistirala više nego obično, vukući majku za suknju, odgovorila mi je s izvjesnom krivicom u pogledu. On je sada zvijezda padalica gore na nebu. Kakva je to priča o zvijezdi padalici? Bila sam sumnjičava. Okrenula sam se prema ocu, odlučno da saznam istinu o Abazovoj sudbini. Baba, gdje je Abaz? Mrtav je. Streljali su ga u zatvoru. U šoku sam. Suze mi naviru na oči, istrčavam u vrt i idem do smokvinog drveta gdje će me sakriti od ludila odraslih. Na kraju krajeva možda mi je draža ta priča o zvijezdi padalici. Abaz, veliki revolucionar, zaljubljenik u život, plastična sandala, zatvorenik, strijeljan. Još uvijek čujem šapat ožalošćene majke koja će do kraja života ponavljati 2 riječi, plastična sandala. Čujem šapat svih majki koje ponavljaju svaka svoje riječi. Riječi boli, ogoljene riječi, riječi nepravde. Ce chapitre m'a particulièrement touchée parce que ça m'a rappelé notre guerre. Ça m'a rappelé tous les sacs en plastique qu'on avait vus et qu'on avait vu largement. Donc, après cette situation dramatique avec la famille, avec les oncles, avec votre vie en Iran, la famille décide de partir en France, de partir à Paris. Et votre père est parti avant et toi et ta mère, vous êtes arrivés un tout petit peu après. C'est la deuxième naissance. C'est en fait ta révolution qui commence. Jusqu'à maintenant, c'était la révolution de tes parents. Et là, c'est ta révolution à toi qui est à portée de main. C'était comment ta révolution? Qu'est-ce que tu as fait? C'était comment la vie d'une petite fille exilée à Paris? Alors, je sais pas si c'était au départ une révolution pour moi. C'était surtout le choc de l'exil. Voilà. Donc, j'ai des souvenirs assez nets en fait de cette arrivée où je ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là. Pourquoi on est dans une nouvelle ville? Pourquoi on est dans un nouveau pays? Pourquoi il faut apprendre le français, une nouvelle langue? Pourquoi mon école a changé? Pourquoi les vêtements ici ne sont pas les mêmes? Pourquoi la nourriture n'est pas la même? C'est une succession d'incompréhensions qui s'ajoutait déjà à l'incompréhension du combat politique de mes parents. Donc, il y a effectivement une forme de révolte parce que la petite Mariam commence à s'affirmer. Elle a 6 ans. Et elle commence à exprimer aussi ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et le premier rejet, ça a été le refus de parler. Mais Mariam, à Paris, ne veut rien du tout. Elle ne joue pas, elle ne mange pas, elle ne parle pas. Voilà. Il y a une... C'est total. Voilà, une immobilité, total, oui. Il n'y a plus rien qui entre, qui sort. Voilà, il y a une espèce de mur. Je m'emmure effectivement dans un silence qui doit me protéger. Il faut que je puisse prendre du temps pour comprendre tout ce qui m'arrive. Et donc le silence. L'impossibilité de communiquer avec l'autre. Donc je ne parle plus français, je ne parle plus persan, je refuse ces 2 langues. Je suis donc muette. Et pendant ce temps-là, dans ma tête, il se passe en fait beaucoup de choses. Voilà, c'est une vie qui germine, qui se découvre, Et tu décides quand de changer? C'était quoi ton trigger, comme on dit? En fait, pendant 4 mois, j'apprenais le français. J'étais dans une classe spéciale pour ça, ce qu'on appelait les cleans. On pourra en reparler plus tard. Et en fait, dans cette classe, donc, on avait des cours intensifs de français. Mais en fait, moi, j'apprenais, mais je ne parlais pas. Je n'arrivais pas à prononcer des mots en français. Et il y a eu un déclic à un moment donné. Et c'est parce que, en fait, un petit garçon à l'école m'avait insulté de cochon. Et je ne savais pas ce que ce mot voulait dire. Et donc, je suis rentrée... je vais vous lire le court extrait.
Voilà. Alors, c'est en fait 122. Et ici. Moi, je ne mange pas. Nous sommes à table. Ouais. C'est après la cloche sonne et moi je ne parle pas. C'est la deuxième leçon. Oui. Les croissants. C'est avant, moi je ne mange pas. C'est bon. Nous sommes à table, une chose me tracasse. À l'école, un enfant m'a dit cochon. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. J'ai senti une certaine moquerie dans la voix. J'en parle à mes parents. Ils ne savent pas non plus le sens de ce mot. Nous prenons un dictionnaire français-persan. Mon père éclate de rire. Il nous donne la traduction. Ma mère se met à rire aussi. Mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je me suis fait traiter de cochon et je n'ai même pas compris l'insulte, et ce, devant tous les autres enfants de l'école. Combien de temps vais-je rester encore sans voix et ne pas répondre au sarcasme que ces sauvages m'adressent? Commencer où? Juste Avant la fin. Oui, juste avant. C'est le moment. On est... Ouais. Tu me montres? Oui, c'est ça. Sjedimo za stolom. Nešto me muči. U školi mi je jedno dijete reklo košon, svinja. Nisam znala što znači ta riječ, ali sam po tonu osjetila da mi se ruga. Ispričam to roditeljima. Ni oni ne znaju značenje te riječi. Uzimamo francusko-perzijski rječnik. Moj otac prasne u smijeh, kaže nam što znači. Majka se također počne smijati. Međutim, meni to nimalo nije smiješno. Rečeno mi je da sam svinja, a ja čak nisam ni shvatila da me vrijeđaju. I to još pred drugom djecom u školi. Koliko dugo ću još biti bez glasa i ne reagovati na uvrede tih divljaka? Donc c'est toi qui as décidé de... Donc en fait, je me mets à ce moment-là à parler pour me défendre. Bah, il fallait parce que Exactement. il était Donc pas c'est le très seul. intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une forme... En fait, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que je suis devenue enseignante de français pour les élèves étrangers. Parce que ces élèves qui arrivent en France, qui vont construire et voilà, vraiment construire une vie en France, s'ils n'ont pas la langue, ils ne pourront pas se défendre. Et la langue, c'est ça. C'est un passeport pour pouvoir circuler librement, aisément dans un espace linguistique donné, mais c'est surtout aussi une défense des droits, une défense de soi-même. Et donc, c'est là où j'ai fait après du français une arme, voilà. Et c'est pour ça que c'est ma langue d'écriture. C'est-à-dire que très naturellement, quand j'ai découvert la littérature française, d'abord j'en suis tombée amoureuse, et surtout, je me suis dit, mais cette langue en fait est une arme tellement puissante parce que je peux donner mes idées, je peux dénoncer les injustices, je peux me défendre et affirmer ce que je pense. Donc c'est très intéressant ce déclic qui s'est fait à ce moment-là. Pour te défendre. Pour me défendre. Pour répondre, comme je dis, aux insultes, au sarcasme. Et ensuite, évidemment, les choses se sont apaisées et puis c'est devenu aussi la langue de la douceur, de l'expression de l'amour, de l'amitié, etc. Mais ça, c'est venu plus tard. Voilà, mais c'est devenu ta langue. Et tu l'as bien structuré parce que tu as fait des études aussi de français et tu as voulu la perfectionner. Mais moi, j'avais une impression qu'avec le français, tu faisais des exercices de style en même temps. Parce que tu t'es combattu vraiment avec elle, mais tu t'es mimé, tu étais très douce et très gentille avec la langue, mais tu étais aussi très brutale. Je comprends qu'il fallait se défendre parce que le petit garçon qui t'a traité de cochon, il n'était pas le seul. Parce qu'il y avait même les femmes qui étaient à l'école qui savaient pas d'où tu venais et te proposaient de manger un couscous, par exemple. Alors, parce que moi, j'ai détesté la cantine. D'ailleurs, vous savez, même sans être exilé, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas la cantine, sans aller jusqu'à l'exil et la tragédie de l'exil. Donc moi, je détestais d'autant plus la cantine, c'est que la seule chose qui était encore un repère pour moi par rapport à l'Iran, c'était la cuisine de ma mère. Et je trouvais qu'à la cantine, c'était une punition parce qu'on me privait de la seule chose qui me consolait et qui faisait que je gardais un lien avec mon pays d'origine, mon pays natal.
Et donc la cantine, c'était absolument dégoûtant. Je détestais ce qu'on me servait. Encore aujourd'hui, par exemple, le bœuf bourguignon, je peux pas le manger, quoi. Même s'il est préparé par un chef étoilé, ça ne passe pas. C'est comme ça. Je détestais ce plat parmi tout. Le camembert. Bon, maintenant, j'adore le camembert. Mais voilà, il y a certaines choses que j'ai réussi à sauver de ce naufrage. Et puis d'autres, non, comme le bœuf bourguignon. Et les dames de service, ne me voyant pas manger, faisaient des blagues. Bon, c'est pas, je leur en veux plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était très raciste parce qu'elles pensaient que j'étais arabe. Elles me disaient, tu veux qu'on te fasse un couscous? Elles pensaient que j'étais indienne. Elles me disaient, tu veux un curry? Moi, je comprenais même pas ce qu'on me disait. Je savais même pas ce que c'était un curry ou un couscous. Et donc, j'ai appelé ça l'exil alimentaire. Voilà. Tu veux qu'on lise le petit fragment le petit passage sur la cantine, parce que comme ça, on verra tous les plats délicieux de Perse. Moi, je ne mange pas. Je hais la cantine, je hais cette concentration d'enfants dans un même lieu, je hais cette promiscuité au moment du repas, je hais leur chahutage et leurs cris, je hais leur façon de manger, je hais les repas qu'on nous sert, parfois ils n'ont aucune saveur, parfois ils sont juste dégoûtants. Je veux la cuisine de ma mère et de ma grand-mère, je veux des plats iraniens, je veux du riz basmati, je ne toucherai pas à ce gros riz au goût d'eau dur et sec. Ce qui me répugne le plus, c'est la viande. Elle est à peine cuisinée et cuite. Un gros morceau de viande qui baigne dans son sang. On me la jette comme ça dans l'assiette. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu si peur. Je suis donc tombée chez les barbares. Ou alors, elle est pleine de gras, comme dans ce plat avec des carottes à moitié cuites, le bœuf bourguignon. Le plat que j'ai le plus détesté. Dans la cuisine iranienne, on découpe la viande soigneusement, en petits morceaux. On la fait mijoter dans une sauce avec des légumes, des épices et des herbes. Ou bien on la mixe avec des oignons et on la cuisine sous forme de kebab sur un barbecue. Elle est délicieuse et fond sous la langue. Elle est relevée. On a passé du temps pour lui donner cette saveur. Et puis, c'est long la cantine. D'abord les entrées, puis le plat, puis les laitages et enfin le dessert. Chaque étape me paraît interminable. Quelle mascarade pour pas grand-chose. Quand ma mère cuisine, c'est un seul plat accompagné de yaourt ou de salade. C'est délicieux et je suis pleinement rassasiée jusqu'au prochain repas. C'est bon, rapide et efficace. Je pense au délicieux gourmet sabzi, un ragoût de coriandre, de persil, d'épinards, de taré, de chambalilé haché et de haricots rouges dans lequel on laisse mijoter des morceaux d'agneau et des citrons séchés, accompagné d'un riz basmati parfumé au safran. Un autre plat que j'adore est le kale gondishki, ce qui veut dire tête de moineau. On mixe la viande hachée de bœuf avec des oignons et on fait des petites boulettes, d'où le nom de tête de moineau. On coupe ensuite les pommes de terre en dés et on laisse le tout mijoter dans une délicieuse sauce tomate au curcuma. J'ai décidé de ne pas manger. Voilà, une sorte de grève de la faim. Une grève pour protester. Je ne toucherai pas à mon assiette, tant pis si je meurs. Les dames de service, comme on les appelle, insistent pour que je mange, mais je refuse catégoriquement. Les autres enfants me regardent et se disent des choses à l'oreille. Ils font des messes basses à mon propos, les lâches. Qu'ils parlent, ça m'est égal, je ne mangerai pas ici. Mrzim kantinu, mrzim tu gomilu djece na istom mjestu, mrzim taj promiskuitet u vrijeme ručka, mrzim njihovu graju i njihovu vrisku. Mrzim način na koji jedu, mrzim jela koja nam poslužuju, ponekad nemaju nikakav okus, ponekad su jednostavno odvratna. Želim da jedem mamina i nanina jela. Hoću iranska jela, hoću bazmati rižu. Ne želim ni probati tu krupnu, tvrdu i suhu rižu s okusom vode. Ono što mi se najviše gadi je meso. Skoro nezačinjeno i jedva pečeno. Ubace mi u tanjir veliki komad mesa koji se kupa u svojoj krvi. Kad sam to prvi put ugledala, nasmrt sam se prepala. Došla sam dakle živjeti kod barbara. Ili je meso puno masnoće kao u onom jelu s mrkvom, napola kuhanom, bœuf bourguignon ili govedina bourguignon, jelo koje sam najviše mrzila. U iranskoj kuhinji meso se reže na sitne komade,
a onda se pirija u sosu od povrća, začina i trava. Ili pak pomiješa s lukom i peče u obliku grilovanog kebaba. Preukusno je i topi se na jeziku. Začinjeno je. A da bi to uspjeli, treba izdvojiti malo vremena. Osim toga, ostajemo predugo u kantini. Najprije jedemo predjelo, onda glavno jelo, pa mliječne proizvode i najzad desert. Svaka od ovih etapa traje beskonačno. Koji cirkus ni oko čega. Kad moja majka kuha, napravi jedno jelo uz koje posluži jogurt ili salatu, preukusno je i sita sam do narednog obroka. Dobro je, brzo i efikasno. Mislim na preukusnu gorme sabzi, ragu od korijandra, peršuna špinata, tareha i sjeckanog šambalileha i crvene boranije u kojem se piraju komadići janjetine i sušenog limuna, a služi se s basmati rižom začinjenom šafranom. Jedno drugo jelo koje obožavam, kale gonjiški, što na persijskom znači glave vrabaca. Faširano meso se miješa s lukom, pa se zatim od toga naprave kuglice po kojima je jelo dobilo ime. Izrežu se onda krompiri na kriške i sve to se pirija u sočnom paradajz sosu s kurkumom. Odlučila sam da ne jedem. Eto, to je bila neka vrsta štrajka glađu. Štrajka iz pobune. Neću taknuti tanjir, pa makar umrla. Poslužiteljice, kako ih zovemo, insistiraju da jedem, ali ja kategorično odbijam. Druga djeca me gledaju, pričaju iza leđa, došaptavaju se, kukavice. Neka pričaju, baš me briga. Ja ovdje neću jesti. Donc voilà, la cantine, c'était une autre révolte, cette fois-ci alimentaire. Mais après 17 ans de l'exil, très compliqué, mais très beau aussi, parce que en fait, tu as commencé une nouvelle vie, tu as entamé une nouvelle vie, tu as entamé une nouvelle carrière, tu as appris la langue, tu as appris le français qui sera la langue de ta vie. Tu décides de naître la 3e fois et de revenir en Iran. En 2003, tu vas tout seul, pour la première fois, après le départ de l'Iran, tu reviens à Téhéran. C'était comment la rencontre avec ton pays natal? C'était comment tu as vu la situation à l'époque et comment tu la vois aujourd'hui? Est-ce que c'est le même Iran? Alors effectivement, à l'âge de 23 ans, je décide de retourner pour 1 mois en vacances à Téhéran, en Iran, pour revoir en fait le pays de mon enfance, comme je disais. Et ça a été effectivement un choc émotionnel très très fort. J'ai eu l'impression de... pas content. Non, c'est pas que je n'étais pas... je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à vivre une telle expérience émotionnelle, vraiment. J'ai été complètement emportée dans un pays, dans une famille que je retrouvais, si bien que je voulais plus revenir en France. À ce point-là. C'est allé jusque-là. Et mais je pense qu'en fait, je le dis à un moment donné dans donc la 3e partie du livre qui est la 3e naissance, c'est le retour, où je dis que j'ai glissé sur mon identité, comme ça, comme si je savais plus à un moment donné qui je pouvais être. C'est assez classique. En fait, j'ai beaucoup parlé à des personnes exilées qui sont retournées au pays, soit pour les vacances, soit pour y vivre. Et ils m'ont dit, il y a eu soit une fusion totale avec le pays, mais ça a été en fait complètement fantasmé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la réalité de ce pays. Ça, c'est moi ce qui m'est arrivé. Ou alors, l'indifférence, il n'y a pas de contact. On n'arrive pas à retrouver les souvenirs, la mémoire, le sensoriel. On est vide. C'est 2 attitudes extrêmes. Après, bien sûr, il y en a 1000 autres entre ces 2 extrêmes. Mais moi, ça a été vraiment, d'un coup, je suis tombée amoureuse de l'Iran. Je ne voulais plus rentrer. J'étais complètement dans un délire patriotique en me disant « Mais c'est ici mon pays, mon vrai pays, etc. » Oui, mais Mariam, ce n'était plus le même pays que tu as quitté. C'était encore un système plus sévère qu'avant. Donc c'était quoi? Plus sévère, non, parce que les années noires de Khomeini, Dieu soit loué, on les a plus jamais revécues. Mais c'est
c'est pas une question que c'était plus le même pays. Si, en fait, c'était le même pays. Avec des libertés, peut-être des petites libertés un peu plus grandes. Mais au fond, les lois n'avaient pas changé. Je veux dire, aucune avancée réelle n'avait été faite. Donc au niveau politique, c'était le même pays. Mais c'est que moi, j'étais plus la même. Et donc, il fallait comme si que je cicatrise la blessure de l'exil en tombant amoureuse de l'Iran et en idéalisant ce pays. Voilà. Donc ça a été une expérience très intéressante pour moi parce que évidemment que je suis revenue en France, je suis revenue à Paris. Et là, j'ai compris effectivement surtout le rapport que j'avais avec la France, plus qu'avec l'Iran. J'ai compris en fait qu'en France, je pouvais respirer et que j'étais libre en tant que femme. Et c'est pour ça que le deuxième voyage que j'ai effectué en Iran, au bout de 2 semaines, je me suis disputée avec tout le monde. Parce que là, j'avais les yeux grands ouverts sur la réalité du pays, sur la réalité aussi de ma famille. Donc, le premier voyage, j'avais un voile comme ça sur les yeux, je voyais rien. Tout était idéalisé, paradisiaque, merveilleux. Mais d'un côté, c'était normal parce que depuis 17 ans, tu n'étais pas en Iran. Donc pour toi... Non, c'était pas normal. J'aurais pu avoir une distance critique. Je pense que j'avais comme une culpabilité à avoir quitté ce pays. Donc il fallait que je l'aime à 200%. Voilà. Il fallait que ce soit un amour fou pour rattraper les 17 ans perdus, d'une certaine façon. Alors que la deuxième fois, j'avais la tête beaucoup plus sur les épaules. J'avais 26 ans quand je suis retournée la deuxième fois. J'étais très critique. En même temps, il y a des aspects que j'appréciais, d'autres non. Et voilà. Donc là, l'attitude est beaucoup plus rationnelle. Oui, mais par exemple, la deuxième fois, 2 aspects complètement différents. Un qui t'a pas plu, c'était les Fatmé Commando que tu trouves un peu et que tu expliques et que tu trouves un peu trop. Et l'autre, c'est les micro-révolutions des jeunes qui sont tellement forts et qui existent. Donc, c'était quoi? Si tu peux expliquer au public comment les jeunes se battent aujourd'hui en Iran. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne pense pas qu'ils se battent. Je pense qu'ils s'adaptent à la censure, aux lois islamiques, et ils essayent de trouver des combines, des bouffées d'oxygène pour pouvoir mener une vie comme mèneraient en fait tous les jeunes dans les pays libres et démocratiques. Donc c'est plus de cet ordre-là en fait. Je crois que la jeunesse est très déçue par les affaires politiques et ne veut plus trop s'en mêler. Il y a eu une très forte déception en 79, puis en 2009 aussi. Ça a été un autre mouvement de révolte et de manifestation très importante en Iran. Il y a eu à chaque fois des déceptions. Chaque émeute, chaque manifestation, chaque protestation a été réprimée dans le sang. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils veulent juste soit pouvoir partir vivre ailleurs, soit en restant en Iran, pouvoir se construire des espaces, trouver des espaces de respiration. Voilà. Oui, mais c'est possible. Il y a toujours un regard vers le ciel qui est possible. Mais quand même, ils font des choses. Ils ne sont pas complètement passifs. Non, mais la répression coûte cher. Quand elle tombe, elle ne pardonne pas. Donc, le risque est toujours très grand. Ça, il faut par pas exemple, l'oublier. avec les Fatmé Commandos, c'était Alors, quoi? les Fatmé Commandos, c'est une chose. Les Fatmé Commandos sont des femmes, c'est une milice de femmes qui répriment les autres femmes quand elles sont mal voilées, mal habillées dans la rue. C'est-à-dire donc pas selon le code islamique en vigueur. Ça, c'est un détail. Non, le plus grave, c'est que vous faites la fête de façon clandestine dans un appartement. Si la police arrive, vous êtes emprisonné. Voilà. Donc, chaque liberté a toujours son versant terrifiant. C'est ça qu'il faut savoir. Alors aujourd'hui, on dit que le pays s'est ouvert au tourisme. Oui, bon, que voient les touristes quand ils vont en Iran? On leur montre ce qu'on veut leur montrer. Les réalités sombres du pays leur sont cachées, et c'est normal. Personne n'a envie de déballer, de montrer des choses horribles, terrifiantes sur un pays à des gens qui viennent juste passer des vacances. C'est tout à fait légitime.
Mais il faut avoir en tête que la situation est compliquée pour les Iraniens et les Iraniennes, bien sûr. Donc, tu es revenu en France, mais après l'Iran, après 2 fois passé en Iran, mais tu n'es pas décidé de rester en France. Tu es parti ailleurs. Tu es parti d'abord en Chine. Tu es passé 4 ans à Pékin, où tu as travaillé comme professeur de français. Et après Pékin, tu étais à Istanbul. En fait, c'était à ce moment-là que tu as pensé et que tu as commencé à faire ce roman. Oui, c'est très intéressant parce que j'ai vécu 6 ans à l'étranger, 4 ans à Pékin et 2 ans à Istanbul. C'est à Pékin en 2012 que je commence l'écriture de ce livre et je le termine à Istanbul en 2014. Et ça t'a pris beaucoup de temps? Ça t'a pris beaucoup de force de le faire ou c'était facile? Non, c'est jamais facile d'écrire. Et c'est encore moins facile d'arriver au bout d'un livre, c'est-à-dire donc à un manuscrit. Mais tu as fait comment? Est-ce que tu as écrit tout d'un coup? Non, j'ai écrit... Ou tu avais des épisodes? J'ai écrit 20 premières pages. J'ai d'abord écrit 20 premières pages en 2012 à Pékin. Pendant 1 an, je n'y ai pas touché. Et à Istanbul, j'ai repris progressivement l'écriture. Et j'ai écrit, je crois, 80% du livre en 1 mois et demi. Et aujourd'hui, quand le livre est apparu, tu ne peux plus rentrer en Iran, j'imagine. C'est compliqué, ouais. Il y a un risque. Il vaut mieux pas prendre ce risque. Ouais, il faut rester prudente. Donc, je te propose de finir ce petit périple entre Iran et la France, la Chine et Istanbul. Tu es une vraie citoyenne du monde. En fait, c'est le thème de cette année de Bookstan, citoyenne du monde, mais aussi une nomade qui bouge. Comme le livre, vous allez voir, si vous le lisez, le livre, il est très, très poétique, d'une poésie à l'iranienne, d'une finesse inouïe qui m'a personnellement touchée profondément. Et le livre finit avec un poème que Mariam a écrit et qu'on va le lire. Il était une fois un mot, sans cesse répété, étalé sur la surface de la terre, noyé au fond des yeux, glissant lentement sur la peau, rythmé par les battements du cœur. Il était une fois ma mémoire d'enfant, une colonne de marbre effritée au soleil, une montagne plongeant dans la mer, un rêve que la lune raconte chaque nuit aux étoiles, toujours le même. Et l'histoire tourne en rond, la musique bégaye, le manège est rouillé, les chevaux s'épuisent, j'ai le vertige des années. Mais je veux danser encore et encore sur ce refrain usé et monotone qui inlassablement répète un mot que le vent soulève comme le voile des femmes quand elles marchent et se perdent dans les ruelles étroites de ma mémoire. Souffle, souffle, vent de ma vie, souffle, souffle, et fais danser les souvenirs. Je suis une guirlande de mots accrochée à un arbre qu'un enfant montre du doigt. Bila jednom jedna riječ, ponavljana u nedogled, prostrta po zemaljskoj površini, utopljena u dnu očiju, posuta po koži, vođena ritmom srca. Bila jedno moja dječja sjećanja, stup od azbesta na suncu pretvoren u prašinu, planina koja uranja u more, san koji mjesec pripovjeda svake noći zvijezdama, uvijek isti. Historija se ponavlja, muzika zamuckuje, vrteška je zahrđala, konji se iscrpljuju, vrti mi se od godina, ali hoću da plešem opet i opet uz ovaj refren istrošen i monoton, koji neumorno ponavlja jednu riječ, koju vjetar podiže poput ženskog vela, kad one koračaju i gube se u uskim uličicama mog sjećanja. Puši, puši vjetru mog života, puši, puši i razigraj uspomene. Vijenac sam od riječi, okačeno drvo u koje dijete upire prstom. Merci Mariam.
J'ai oublié à dire que le livre est traduit en bosnien. Il s'appelle Marx et Lutka, Marx et la poupée, édité par Bajbuk et traduit par Azra Pita Parinte, qui a fait une traduction Merci beaucoup, Azra. très belle. Et je crois que pour Azra, n'était pas facile de traduire ce texte qui paraît simple, mais qui n'est pas du tout simple. Si vous avez des questions, Mariam est là pour vous répondre. Ako imate neka pitanja? Juste le micro. Merci. Oui, merci beaucoup pour cet entretien et ce livre. Pourquoi la Chine et pourquoi la Turquie? Pourquoi la Chine? Parce que ça s'est fait un peu par hasard, par accident. J'étais en vacances là-bas et puis j'ai pas voulu rentrer. Je suis restée 4 ans. Tout simple. C'était une chance à saisir. J'ai eu la possibilité de la saisir et voilà. Et Mais puis ensuite... Excuse-moi, mais tu n'étais pas attirée par la Chine, imbibée Pas du tout. Non, non. Pur hasard. Idéologiquement, non? Pas du tout. Bon, la Chine, qu'est-ce qu'elle a de communiste aujourd'hui? Oui. Rien du tout. Rien du tout, mais quand même, c'est les... C'est le pire capitaliste qui soit. c'est... Non, avec une amie, on voulait voyager loin pour pas cher. On a pris une carte du monde, on a pris un ordi. On a vu que Paris-Pékin, avec la merveilleuse compagnie Aeroflot, que je ne vous recommande vraiment pas, c'était très peu cher, c'était 600 €. Aller-retour, on s'est dit, mais c'est super, on y va. Puis moi, je suis arrivée à Pékin et je suis tombée complètement amoureuse de Pékin. J'ai trouvé cette ville, mais vraiment avec une énergie que j'avais jamais vue ailleurs. Puis on a voyagé 1 mois et demi. Et j'avais mon vol à prendre le 13 août pour retourner à Paris. Et j'avais absolument aucune envie de rentrer. Et je suis restée 4 ans. Voilà. Et pourquoi la Turquie? Et la Turquie, c'est que je voulais pas rentrer en France. Je n'étais pas prête encore. Et des amis de Pékin étaient partis vivre à Istanbul, des collègues. Et ils m'ont dit, franchement, c'est une ville pour toi. Il faut que tu viennes au moins la visiter. Et alors là... je suis tombée encore plus amoureuse d'Istanbul que de Pékin. Et je suis restée 2 ans. C'est risqué. Sarajevo. C'est un risque. Pour vivre ici? Non, vous voulez dire mais... vivre à Sarajevo? Oui. Est-ce que je pourrais vivre à Sarajevo? Non. Il faut un coup de foudre. Il faut un coup de cœur. J'ai pas trouvé d'autres villes qui m'ont donné envie, où je me suis dit, je pourrais retourner, enfin voilà, je pourrais quitter la France et aller y vivre. Ouais. Là pour l'instant, je suis à Paris. C'est là où je fais des choses intéressantes. Voilà. Monsieur l'ambassadeur. Oui, une petite question. Dans vos extraits, outre la dimension poétique, il y a une dimension qui apparaît assez clairement, c'est l'humour. Ouais. D'une certaine manière, ça, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ça fait un peu écho aux lettres persanes, puisque ça fait aussi écho à la sidération, on va dire, de l'exotisme, enfin en tout cas une partie de cet humour, puis d'autres sur d'autres thèmes. Et en fait, en tant que Français, moi j'avais tendance plutôt à mettre ça comme une influence française, mais est-ce que c'est le cas? D'où ça vient au fond? D'où vient l'influence? Plutôt dans l'humour. Plutôt le côté français ou c'est aussi... Mais l'humour est universel. Il n'est pas attaché à une nation ou à une culture. Ça dépend. Je ne crois pas qu'il soit universel. Enfin, ça. Alors, quel est votre point de vue? Pour moi, je ne pourrais pas vous dire si l'humour vient de ma culture iranienne ou de la culture française. C'est de l'oncle Saman? Non? Non, je crois pas que ce soit attaché à ça. Pour moi, l'humour est une
est une arme qu'on se forge ou qu'on n'arrive pas à se forger. Moi, l'humour m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup protégé, m'a beaucoup... vraiment, à chaque fois que je pense à l'humour, je me dis ça va être une sacrée arme, au même titre que la poésie d'ailleurs. Mais il n'y a même pas vraiment une personne dans ma famille qui aurait pu me transmettre, par exemple, l'humour. Si, c'est faux. Il y a des communistes extrêmement drôles. Bah non, c'est pas lié non plus à un bord politique ou pas. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment... Qu'un être humain, en fait, c'est comme le talent. D'où vient le talent? On peut pas le dire, ça. On peut pas... C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Ben moi, je trouve que l'humour, c'est comme le talent. C'est une chose... C'est un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, les plus mauvais humoristes sont ceux qui n'ont pas ce don et qui essayent tant bien que mal de faire rire. C'est une catastrophe, ça marche pas. Il faut être habité par l'humour, comme on est habité par un don ou par un talent. Ou... Il y a des gens, par exemple, ils ont une grâce comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Ils se déplacent, ils ont une manière de marcher gracieuse. D'où ça vient, on ne sait pas. Ben, l'humour, c'est pareil, c'est comme une grâce de l'esprit, voilà. Donc, c'est comme ça que je vois, moi, c'est une détente et une grâce de l'esprit, voilà. Par exemple, en ex-Yougoslavie, les Bosniens étaient les plus rigolos. Bah, je ne sais pas si c'est... Donc, c'est eux qui avaient le plus d'humour. Oui. Donc, je pense que je suis d'accord, d'une certaine manière, qu'il y a des endroits où les gens ont beaucoup plus de talent pour l'humour, pour la rigolade, que les autres. Par exemple, si vous comparez les Bosniaques avec les Croates, c'est deux mondes différents, quoi. Les Bosniaques, quand ils commencent à parler, tout le monde s'enchaîne, tout le monde est mort de rire. Et quand les Croates disent des blagues, c'est pas si rigolo, tu vois. Donc je pense que il y a un côté territorial de l'humour. Peut-être. Je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres questions? Génétique, oui. Le professeur Nenad nous dit que c'est dû aux génétiques. Encore? Des questions, mais elles sont très courtes. La première, si vous avez vu le film, je ne l'ai pas vu, qui s'appelle Mon père, la révolution et moi. Dans ce cas, c'est la révolution turque. C'est un film de 2014. Non, je l'ai pas vu. D'accord. Et l'autre, c'est votre livre, je pense qu'il a été traduit en italien avec un autre titre. Oui. Si vous pouvez expliquer pourquoi. Il faut demander à l'éditeur Bompiani. Vous savez pas? Non? Moi, je n'étais pas d'accord avec eux. Ils ont traduit « Je ne suis pas un arbre ». Vous êtes italien? Io non sono un albero? Voilà. C'est pas la même chose, hein, ça... Ça a été difficile parce qu'en plus, moi j'étais très heureuse d'être publiée chez Bompiani parce que c'est quand même la maison d'édition de Umberto Eco. Donc c'est un grand maître pour moi. Alors j'étais tellement émue de me dire waouh, je suis dans cette maison d'édition. Ils ne vont pas consulter sur le titre. Non. On a découvert ça. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas. Alors après, j'ai rencontré l'équipe qui s'était occupée de publier mon livre. C'est des gens très sympas de chez Bompiani. J'étais invitée au festival de Sarzana et donc on a eu vraiment un moment très très chaleureux, très agréable avec l'équipe. Et ils m'ont dit, Marx et la bambola, ça peut pas trop passer. C'est tellement beau pour moi, Marx et la bambola. Ce n'est pas encore l'Italie de Salvini. Maintenant, c'est ça aussi pire. Je ne sais pas si c'est lié à Salvini, mais en tout cas, bon. Bon, madame, vous êtes là pour... C'est pénible. En Allemagne aussi, ils ont changé le titre. Ils ont mis... Tu sautes, je tombe. C'est pas mal. Du springst, ich falle. Parce que là, par contre, on a eu vraiment une
un long échange avec l'éditeur allemand qui nous a dit très clairement, pour un roman, un titre de roman avec Marx, ça ne peut pas passer en Allemagne. Si c'est un essai, un livre historique, une étude, très bien. Mais dans un titre de roman, ils étaient très mal à l'aise avec ça. Ouais, mais j'ai oublié de te demander, pour le persan, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de... C'est pas prévu de le traduire en persan? Il y a eu 3 propositions de traducteurs et à chaque fois, ça a posé problème avec la maison d'édition iranienne qui est implantée à l'étranger. Au niveau des contrats, tout ça, c'était compliqué. Ah, on attend toujours. Okay. Ça va peut-être se faire un jour, je pense. Ouais. Ouais, il faut, oui, je crois. Il y a encore des questions? Il y a Nicolas. Nicolas, t'as eu? Ah, ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Vous pouvez acheter, bien sûr, Możecie kupić knjigu u Bajboku. Et si quelqu'un veut que Mariam fasse une dédicace, c'est possible, oui, elle va le faire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à toi.